Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un ou plusieurs cours consacrés aux probabilités. Alors, les probabilités, c'est quoi? C'est un petit peu la mesure du hasard, si on veut aller par là. Donc, à la base des probabilités, il y a toujours une expérience aléatoire, c'est-à-dire une expérience dont on ne sait pas à l'avance quel sera le résultat. On a bien une idée des résultats, et si on fait plusieurs fois l'expérience, on voit qu'il peut y avoir plusieurs résultats possibles, mais on voudrait mesurer la chance de réalisation de chacun des résultats. C'est ça un peu l'objet des probabilités. Alors, sauf que ça peut se compliquer parce que quand on fait une expérience, souvent il n'y a qu'un nombre fini de résultats, mais il peut y avoir aussi une infinité de résultats possibles. Alors, quand on est au lycée, on étudie essentiellement le cas où il n'y a qu'un nombre fini de résultats possibles. Alors, quand on fait des probabilités avec les ensembles finis ou infinis dénombrables, ça va à peu près. Quand on passe aux ensembles infinis non dénombrables, là c'est beaucoup plus compliqué parce que ça fait appel à la théorie de la mesure. Alors, je ne vais pas développer un cours réservé aux probabilités finies ou infinies dénombrables, et puis un autre cours consacré aux probabilités sur des espaces infinis non dénombrables, parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas bien le lien entre les deux. Donc on va faire un cours pour les deux. Et donc, forcément, comme on a besoin de la théorie de la mesure dans le cas infini non dénombrable, eh bien, le cours va être basé sur la théorie de la mesure. Sauf qu'on ne va pas refaire toute la théorie de la mesure, qui consiste en gros à refaire toute la théorie de l'intégration. On va admettre les résultats principaux. Donc, il y a une expérience. Les résultats possibles de cette expérience, ça s'appelle l'univers. D'accord ? Et puis ensuite, nous, ce qu'on va mesurer à l'aide d'une fonction qu'on appelle la probabilité, on va mesurer la probabilité qu'un événement se réalise. Alors, on va montrer ici ce que c'est un petit peu qu'un événement. Parce qu'un événement, ce n'est pas forcément directement le résultat de l'expérience. Ça s'appelle un événement possible. D'accord ? Ça s'appelle d'ailleurs, c'est pour ça que l'univers s'appelle l'univers des possibles. C'est un événement élémentaire. Mais nous, c'est rarement intéressant de calculer la probabilité d'un événement élémentaire. Ce qui est le plus intéressant, c'est de calculer la probabilité d'un événement plus compliqué, plus important. Exemple, avec la loi binomiale, on lance une pièce, pile ou face, 10 fois. Quelle probabilité d'avoir au moins 5 piles? Au moins 5 piles, ça veut dire d'en avoir 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. On ne peut pas avoir 5 piles et puis 6 piles en même temps. Soit 5, soit 6. Ce n'est pas un événement élémentaire, ça. D'accord ? Ce n'est pas un événement élémentaire. Quel est l'univers dans ce cas-là ? Puisqu'on joue 10 fois, ça va être une suite de 10 éléments de la forme P ou F. D'accord ? Donc c'est l'ensemble PF, pile face, à la puissance 10, et il y a 2 à la puissance 10 événements élémentaires dans cet univers. Là, on a un univers de type fini. D'accord ? Bon, mais là, quand on veut avoir la probabilité d'avoir au moins 5 piles, on peut s'intéresser à une application de l'univers VR qu'on va appeler une variable aléatoire réelle, on dira une var, qui a un élément de l'univers, fait correspondre le nombre de fois piles qu'il y a dans cet événement. Et nous, on cherche en fait la probabilité qu'il y ait au moins 5 piles, c'est-à-dire plus que 5 piles. Là, on est ramené à la probabilité d'un intervalle, celui-là. D'accord ? Ce qui donne envie de se ramener à un univers qui n'est plus celui-là, mais qui serait grand R, sur lequel on pourrait faire des probabilités. Deuxième exemple. Attendre un bus entre 9h et 10h, un bus dont on connaît les horaires de passage, mais bon, parfois, il peut avoir du retard ou être en avance. Quelle est la probabilité d'attendre
plus de 5 minutes si l'arrivée du bus suit une loi uniforme. Bon, on verra plus tard ce que c'est qu'une loi uniforme, mais on imagine un petit peu. Là, l'univers, c'est l'ensemble des temps d'attente. Bah, on peut dire que c'est une partie de R+. On ne sait pas combien de temps on va attendre, 1 seconde, 3 minutes, 2 heures, on ne sait pas. Là, on a un univers plus compliqué. Hein. La probabilité d'attendre plus de 5 minutes, bah, là aussi, ça va être la probabilité de cet événement-là. Plus de 5 minutes, c'est ça. Alors que les événements élémentaires qu'on a là-dedans, c'est des durées de temps. D'accord. Des événements tout court, ça va être, par exemple, ici, moins de 3 minutes. Ça, c'est un événement. Bon, ce qu'on voit à travers ces deux exemples, c'est que quand on a un univers qui est réel, hein, on va beaucoup s'intéresser aux probabilités d'intervalle. D'accord. Donc, nécessité de considérer l'univers grand R et des événements dont on puisse mesurer la probabilité. Et on ne peut pas mesurer n'importe comment les probabilités. Hein. Il faut, par exemple, quand on a des événements, il faut être capable de calculer la probabilité de leur intersection. C'est-à-dire la probabilité que deux événements aient lieu en même temps, que A et B aient lieu en même temps. Ou la probabilité que l'un ou l'autre soit réalisé. D'accord. Si ce sont des événements incompatibles, c'est-à-dire qu'il y en a un qui ne peut pas se réaliser en même temps que l'autre, il faut être capable de faire aussi, on imagine que la probabilité de l'un ou l'autre, ça doit être la somme des deux probabilités. Donc il faut être capable de faire des opérations d'addition. Il faut être capable aussi de calculer la probabilité d'un événement contraire. Le contraire, par exemple, d'avoir au moins 5 piles, c'est d'avoir au plus 4 piles. D'accord. La probabilité de l'événement certain, qui doit être égale à 1, et une ou deux autres propriétés quand on prend notamment une suite infinie d'événements. Eh bien, tout ça, ça amène à une définition des événements, ou plus exactement de l'ensemble des événements, et il faut que l'ensemble des événements, en fait, sur grand R, mais aussi sur des univers qui ne sont pas grand R, ait la propriété d'être une tribu, c'est-à-dire qu'on puisse y faire des intersections, des réunions, des passages complémentaires, etc. On verra ce que c'est qu'une tribu. Hein. Et quand on regarde de près, eh bien, on ne peut pas mettre n'importe quel... on ne peut pas prendre n'importe quelle tribu. Par exemple, quand l'espace est fini ou infini dénombrable, on peut prendre, et on fera d'ailleurs, on prendra systématiquement P de oméga, l'ensemble des parties de oméga, comme ensemble des événements. C'est-à-dire que toute partie de oméga sera un événement dont on pourra mesurer la probabilité. C'est faux avec R. On démontre, évidemment c'est compliqué, qu'on ne peut pas prendre P de R, l'ensemble des parties de R, comme tribu sur, comme l'ensemble des événements sur grand R, sur l'univers grand R. Et donc il faut prendre une tribu qui soit plus petite que P de R, hein, et on verra que c'est la tribu des Borréliens, c'est la tribu engendrée par des intervalles ouverts ou fermés de grand R. Bref, tout ça, ça amène à parler de tribus, donc c'est ce qu'on va faire, et puis à parler de mesures, à partir de ces tribus, de mesurer les événements de ces tribus. C'est la théorie de la mesure, c'est celle qui conduit notamment à la construction de l'intégrale de Lebesgue. Alors nous, on va admettre tous les résultats importants de la théorie de l'intégration, et on va cibler sur les probabilités. Alors, quelques noms de mathématiciens qui ont contribué à cette théorie des probabilités, qui aujourd'hui a pris une importance considérable, hein, dans tous les domaines, hein, l'économie, la météorologie, plein de choses. La médecine, hein. Fermat,
Bernoulli, Pascal. Ça, c'est les débuts des probabilités. Et encore, on pourrait sans doute remonter beaucoup plus loin parce qu'on a toujours joué et on a toujours mesuré les chances de gagner à un jeu. Puis ensuite, 18e siècle, 19e siècle, Laplace, Lagrange, Poisson, Gauss. Laplace, Gauss, c'est la loi normale. Hein. Là, c'est la loi de Poisson. Fin du 19e, début du 20e, des grands mathématiciens qui ont contribué à la théorie des ensembles, comme Cantor, hein, à la théorie de la mesure, comme Borel, comme Lebesgue, hein, des grands probabilistes comme Markov, comme Bien-Aimé, comme Tchebychev, hein. Et puis enfin, et donc c'est relativement récent, hein, ça fait à peu près un siècle, on a réussi à construire, parce que précédemment on avait construit la théorie de l'intégration avec Lebesgue, la théorie de la mesure, et bien là, on réussit à construire la théorie des probabilités. Et c'est Kolmogorov qui l'a fait, hein, qui a dit ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Il a construit un cadre, d'accord, théorique, qui est encore celui qu'on utilise. D'accord. Autre mathématicien important au XXe siècle, c'est Lévy. Voilà. Donc, par la suite, on va définir ce que c'est qu'une tribu, ce qu'on peut faire avec une tribu. Ensuite, on va définir ce que c'est qu'une probabilité, puis ensuite une variable aléatoire, hein, puis ensuite une fonction de répartition, et on va étudier les lois de probabilité les plus courantes. Voilà. Donc on commence à étudier la théorie de la mesure, ça va nous occuper assez longtemps avant d'entamer à proprement parler les probabilités. Donc si on a un ensemble non vide et une partie de P de E va être une tribu si E appartient à B. Si A appartient à B, ça doit impliquer que A bar appartient à B. Et puis si AN est une suite, une famille d'éléments de B, alors l'union des AN appartient à B. Dans ce cas, le couple EB est appelé espace mesurable et tout élément A de B est une partie mesurable de E. On appelle, donc si on a une tribu B et si A, B et les AN appartiennent à B, alors une réunion finie, union de 0 à n des AK appartient à B, l'intersection finie appartient à B, A inter B appartient à B, A union B appartient à B, et intersection des AN tout grand N appartient à B. Bon, je vais pas, j'allais vite hein, sur les démonstrations. Pour ça, il suffit de prendre AK égale vide pour K supérieur ou égal à N plus 1. Et à ce moment-là, on est ramené à ça. D'accord? Sauf qu'à partir de AN plus 1, les AN sont tous vides. Donc l'union de 0 à N des AK est égale à l'union sur N des AN. D'accord? Donc comme elle appartient à B, celle-là appartient à B. Pour l'intersection, il suffit de remarquer que l'intersection des AK, 0 à N, c'est le complémentaire de la réunion des AK bar. Alors la réunion des AK bar, hein, elle appartient à B parce que chaque AK bar appartient à B, puisque chaque AK appartient à B. D'accord? Donc la réunion appartient à B, et ensuite le complémentaire aussi. Donc c'est terminé. Bon, ça c'est le cas particulier où n est égal à 1. Ça c'est le cas particulier où n est égal à 1. Et pour l'intersection ici, on fait comme on a fait ici, en passant par les complémentaires. Si S est inclus dans P de E, on appelle tribu engendrée par S, qu'on peut noter comme ça, la plus petite tribu sur E contenant S. Et c'est l'intersection de toutes les tribus sur E. Bon, là aussi, la démonstration n'est pas très compliquée. Si on prend l'intersection de toutes les tribus sur E, c'est facile de démontrer que c'est une tribu, puisque chacune des tribus va contenir E, donc l'intersection aussi. Si on prend
A appartenant à l'intersection des tribus, A va appartenir à chaque tribu, donc A bar aussi, et donc A bar appartiendra à l'intersection. Et si on prend une suite d'éléments de l'intersection de toutes ces tribus-là, eh bien, à ce moment-là, l'union des AN va appartenir à chaque tribu, donc à l'intersection des tribus. Donc on montre facilement que c'est une tribu, et comme c'est l'intersection de toutes les tribus, elle est forcément inclue dans n'importe quelle tribu, et donc c'est la plus petite tribu sur E contenant S. Mesure sur B, toute application de B vers R plus bar, telle que mu de vide égale 0. Si AN est une suite disjointe de B, alors mu des unions des AN est égal à la somme des mu de AN. On appelle ça la sigma additivité. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a le triplet EB mu qui est un espace mesuré. Là, c'était un espace mesurable, d'accord? Et là, c'est un espace mesuré. On dit qu'un élément A de B, donc B c'est l'attribut, est négligeable si mu de A est égal à 0. Ça ne veut pas dire que A est égal à vide. Si A et A' et les AN sont dans B, alors A inter A' égale vide implique mu de A union A' égale mu de A plus mu de A'. A inclus dans A' implique mu de A est inférieur ou égal à mu de A'. Mu de A' inférieur à plus l'infini implique que l'on a cette égalité. Mu de A union A' est inférieur ou égal à mu de A plus mu de A'. Mu d'une union finie est inférieur ou égal à la somme des mu de AK à égalité si sont deux A2 disjoints. Si les AN forment une famille croissante de B, mu de union des AN est égal à sub de mu des AN. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mu de union des AN est toujours inférieur ou égal à somme sur n des mu des AN. Si AN est une famille décroissante et que dont l'inf des mu de AN est inférieur à plus l'infini, alors mu de l'intersection est égal à l'inf des mu de AN. Voilà. Alors, on en parle rapidement. Ça, par exemple, cette inégalité, elle se prouve très facilement, qui est vraie à l'ordre 0. Elle est facile à démontrer par récurrence sur n, parce qu'on rajoute un élément à chaque fois, et à la limite, il suffit de dire que il suffit d'avoir démontré ça, que mu de A union A' est inférieur ou égal à mu de A plus mu de A'. Bon, alors évidemment, comment est-ce qu'on va démontrer ça? Eh bien, on a d'abord ça. Oui, alors, quand même, là, j'ai dit égalité si les AK sont deux disjoints. Ça, c'est un raisonnement que j'ai déjà fait tout à l'heure. S'ils sont deux A2 disjoints, je pose AK est égal à vide pour K supérieur ou égal à N. D'accord? Et dans ce cas-là, je me retrouve avec ça. Et j'applique mu de union des AN est égal à la somme des mu des AN. Donc ici, ça me ferait somme de 0 à N des mu de AK, plus tous les autres, mais les mu de AK pour K supérieur ou égal à N plus 1, ils valent 0. Et donc je me retrouve bien avec l'égalité. D'accord? Et en particulier, je peux l'appliquer à deux éléments. Donc si j'ai deux éléments, ça donne exactement ça. Voilà. Alors si A est inclus dans A', mu de A est inférieur ou égal à mu de A', parce que je peux dire que A' c'est la réunion de A et de A' moins A. D'accord? Donc mu de A va être mu de A' va être égal à mu de A plus mu de... Ah oui, alors A' moins A, bien sûr, comme on a une tribu, eh bien, il est mesurable, et donc mu de A plus mu de A' moins A est égal à mu de A', et donc mu de A est inférieur ou égal à mu de A'. Voilà, bon, celle-là c'est du même style, c'est facile. Voilà, donc j'ai dit ça par récurrence, l'égalité je l'ai traité. Alors ce qui me... celle-là, je vais la démontrer. Je vais la démontrer après. Une chute croissante, on a ça. Et puis du coup, je vais démontrer celle-là aussi.
Et puis celle-là, celle-là c'est comme l'autre, hein. Sauf que c'est suite décroissante. Donc il y a du passage au complémentaire pour démontrer ça. Voilà. Donc on va démontrer ça et puis ça. Donc on va démontrer que si AN est une suite croissante de B, de l'attribut B, alors mu des, et mu une mesure sur B, mu de l'union des AN est égal à sup des mu de AN pour N. Démonstration. On pose x0 égale à 0 et xk égale ak moins ak moins 1, donc qui appartient à B, d'après ce qu'on a vu précédemment, si k est supérieur ou égal à 1. La suite xk est disjointe parce que si on prend i inférieur strictement à j, xi est inclus dans ai, qui est inclus dans aj-1 puisque on a une suite croissante, mais xj qui est égal à aj moins aj-1, donc xj inter aj-1 est égal à vide. Ce qui veut dire que xj inter xi est égal à vide parce que xi est inclus dans aj-1. D'accord? Donc on a une suite disjointe, et en plus, l'union des AK est égale à l'union des XK. Donc mu de l'union des AK est égal à mu de l'union des XK, et comme c'est une suite disjointe, c'est égal à la somme des mu de XK. Alors maintenant, il y a deux cas de figure. Si mu de AK est différent de plus l'infini pour tout K appartenant à N, mu de xk est égal à mu de ak moins mu de ak moins 1. Ça vient de là. D'accord? Donc, la somme des mu de xk pour k allant de 0 à n, ça va être quoi? Ça va être ça. Ça va être cette somme-là, plus le premier. Et donc, quand on écrit mu n moins 1, plus mu an moins 1 moins mu an moins 2, etc., etc., on va trouver ça. Ils s'en vont tous, il ne reste que mu de an. D'accord? Donc, mu de l'union des AK, alors l'union des AK, c'était ça. D'accord? Ça va donc être la limite, puisque cette somme-là, la somme de 0 à n, ça fait mu de an. La somme de 0 à plus l'infini, c'est quand n tend vers plus l'infini. Donc, c'est quand n tend vers plus l'infini. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de mu de an. Donc, c'est le sup des mu de an. Voilà, puisque les an sont croissants. Donc, ce résultat, il reste vrai s'il y a un cas tel que mu de ak égale 0. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, quand je prends j supérieur ou égal à k, déjà, ak est inclus dans l'union des aj, j appartenant à n. Donc, mu de ak est inférieur ou égal à mu de la réunion. Et comme mu de ak est égal à plus l'infini, mu de la réunion va être égal à plus l'infini. D'accord? Et d'autre part, pour n supérieur ou égal à k, comme ak est inclus dans an et que mu de ak est égal à plus l'infini, mu de an est égal à plus l'infini, donc le sub de mu de an est égal à plus l'infini, et donc on a aussi l'égalité. Deuxième proposition qu'on devait démontrer, si ak est une suite de B, alors mu des unions des AK est toujours inférieur ou égal à somme de 0 à plus l'infini de mu des AK. Démonstration. On considère xk est égal à l'union des AK de 0 à n, ça appartient aussi à B. D'accord? Et xn est évidemment croissante, et l'union des AK est égale à l'union des xn. Donc mu de union des AK est égal à mu de union des xn, qui est égal à sub des mu de xn. Mais mu de xn, c'est inférieur ou égal à la somme de 0 à n des mu de an, parce que xn, c'est ça. D'accord? Donc mu de xn est inférieur ou égal à la somme de ça. Ça se démontre facilement, on l'a démontré. Et donc, on le démontre par récurrence sur n, enfin c'est évident. Hein. Donc, sup des mu de xn est inférieur ou égal à sup de 0 à n des mu de an, c'est-à-dire à somme de 0 à plus l'infini des mu de an. Alors maintenant, des définitions.
On appelle tribu borélienne de R la tribu BR engendrée par l'ensemble θR des ouverts de R. Alors c'est une tribu très très importante parce que c'est la tribu qu'on va prendre sur les espaces probabilisables et probabilisés. Elle est engendrée par, en fait ça sera l'ensemble des événements. Elle est engendrée par l'ensemble IR des intervalles ouverts bornés AB de R. Je ne vais pas le démontrer, hein, ce n'est pas très difficile. Ça provient notamment du fait que tout ouvert est une réunion d'intervalles comme ça. D'ailleurs, toute partie de R est inclue dans une réunion d'intervalles comme ça. Hein. Donc c'est pas difficile. Et aussi, elle est engendrée aussi par chacun des ensembles suivants. C'est-à-dire, au lieu de prendre les intervalles ouverts bornés, on peut prendre semi-ouvert borné, on peut prendre fermé, et on prend non borné à gauche ou à droite, d'accord? Alors là aussi, c'est pas très difficile à démontrer parce que chacun de ces intervalles peut s'écrire en fonction de ça. Hein. Ouais. On peut démontrer facilement que les ouverts s'écrivent en fonction de ça, que ça peut s'écrire en fonction d'ouverts, donc les tribus sont les mêmes, et puis là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut démontrer que ça, par exemple, ça peut s'écrire en fonction comme de ces intervalles-là, comme étant des réunions, en prenant des réunions de A plus 1 sur n quand n tend vers plus l'infini ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas difficile de démontrer que les tribus sont les mêmes. Voilà, que tous ces ensembles-là engendrent la même tribu BR. Enfin, si A et B est inférieur et que A appartiennent à R et que A est inférieur à B, lambda de l'intervalle ouvert AB est égal à B moins A. Et on définit enfin la mesure extérieure sur l'ensemble des parties de R. Donc c'est une définition, c'est une application de P de R vers R plus bar, qu'on appelle la mesure extérieure de Lebesgue, qui à grand A associe l'inf des sommes de 1 à plus l'infini de lambda IN, d'accord? C'est-à-dire les IN c'est cette forme-là, et leur lambda c'est une soustraction, d'accord? Où IN est une suite de IR. Une suite de IR telle que A soit inclus dans ça. Bon, ce qui est possible puisque toute partie de R est inclue dans une réunion d'intervalle, par exemple de longueur 1. D'accord? Donc là, on prend le plus petit. Bon, il n'y a pas de problème, hein, ça existe. Hein, ça existe. Ça va être soit un nombre réel positif, soit plus infini. Voilà. B est inclus dans R et dit Lebesgue mesurable si, quel que soit A inclus dans R, lambda étoile de A, donc lambda étoile définie comme ça, est égal à lambda étoile de A inter B plus lambda étoile de A moins B. Hein, sachant que A est la réunion de ces deux-là. Et donc, on démontre, alors tout ça, je ne vais pas le faire, que c'est fait dans la théorie de l'intégration, que B de lambda, l'ensemble des parties mesurables de R, est une tribu. D'accord? C'est une tribu qui est différente de P de R, et c'est une tribu qui contient BR. Voilà. Partie Lebesgue négligeable. C'est une partie A de R vérifiant lambda étoile de A, la mesure extérieure de A, est égale à 0, ce qui revient à dire que, quel que soit epsilon positif, il existe une suite IN d'intervalles ouverts, tel que A est inclus dans l'union des IN et que la somme des lambda IN, longueur des IN, donc est inférieure à epsilon. On note N lambda, l'ensemble des parties négligeables, et on a la propriété suivante, quand une partie A de R est Lebesgue négligeable, alors elle est Lebesgue mesurable, c'est-à-dire qu'elle appartient à B lambda. N lambda est donc inclus dans B lambda. Alors on démontre que BR, l'ensemble des boréliens,
est inclus dans B lambda, que n lambda est stable par réunion finie ou dénombrable, et que lambda étoile est une mesure sur R B lambda. Sur RBR, la restriction de lambda étoile à BR est l'unique mesure mu, telle que mu d'un intervalle de tous les intervalles AB comme de cette forme est égal à B moins 1. On note donc lambda, pour ne pas traîner trop de notation, on note lambda, la restriction de lambda étoile à BR, et lambda est appelée la mesure de Borel-Lebesgue. Alors c'est une mesure qui est complète, c'est-à-dire que si A est inclus dans A', et que A' appartient à BR, et que lambda A' est égal à 0, alors A appartient à BR, et lambda A est égal à 0. Elle est invariante par translation, c'est-à-dire que lambda de A plus A étant un nombre réel, grand A, appartenant à BR, et bien lambda de A plus A est égal à lambda de A. Alors B lambda est égal à l'ensemble des A union, toute partie de B lambda peut s'écrire A union N, où A est un borélien et N une partie négligeable. Et alors, négligeable N lambda, quoi. Donc, je rappelle que N lambda c'est inclus dans B lambda, mais pas forcément dans BR, attention, hein, c'est pas inclus dans BR. Et que c'est égal à l'ensemble, enfin qu'elle peut s'écrire aussi de la forme A moins N, où A appartient à BR et N appartient à B lambda. Et N appartient à N lambda. Voilà. Donc dans les deux cas, évidemment, on a lambda A égale lambda B, parce que alors, lambda B, c'est parce que j'ai appelé B hein, ce truc-là, B égale A moins N. Hein. Voilà, B égale. En effet, lambda B, c'est inférieur ou égal à lambda A plus lambda N qui vaut 0, donc ça fait lambda B qui est inférieur ou égal à lambda A. Seulement A est inclus dans B, donc lambda A est aussi inférieur ou égal à lambda B, et donc il y a égalité. Voilà, idem pour ça. Tribut sur R bar, eh bien on prend comme tribut la tribu engendrée par les ouverts de R bar, et donc elle est aussi engendrée par les fermés de R bar, les intervalles comme ça, les intervalles comme ça. Alors les ouverts de R bar, c'est tous les intervalles ouverts qu'on connaît déjà, plus les intervalles ouverts qui vont jusqu'à plus l'infini, et ceux qui vont jusqu'à moins l'infini. Mais en fait, elle est engendrée par ça, par les intervalles de cette forme, ou par les intervalles de cette forme, et par les intervalles de cette forme. Définition, si on dispose de deux ensembles mesurables E1, B1, E2, B2, et d'une fonction f allant de E1 vers E2, alors on dit qu'elle est B1, B2 mesurable si f-1 de A est inclus dans B1, quel que soit A appartenant à B2. C'est-à-dire l'image réciproque d'une partie mesurable de E2 est une partie mesurable de E1. Alors évidemment, si S2 engendre B2, il est plus simple de démontrer parce que c'est équivalent. Donc f mesurable est équivalent à f-1 de A est inclus dans B1 quel que soit A appartenant à S2. Donc pour montrer que f est mesurable, il suffit de prendre A appartenant à B2, à S2, pardon, hein, on n'est pas obligé de prendre A appartenant à B2, on prend A appartenant à S2, on vérifie que f-1 de A est inclus dans B1. C'est facile à démontrer ça. L'autre est encore plus facile à démontrer. On a deux fonctions qu'on compose et on a trois ensembles mesurables. Si les deux fonctions sont mesurables, alors leur composé est mesurable. Bon, ça c'est évident, hein, parce que si on prend une partie mesurable de 3, G-1 est une partie mesurable de E2. Hein, et donc F-1 de cette partie va être mesurable dans l'A1, et on sait que G rond F-1 de... alors je parle d'une partie, hein, A3 de 3, et eh bien c'est F-1 en 2G-1, si vous voulez, c'est pareil, de A3.
Donc, puisque ça c'est B2 mesurable, ça va être B1 mesurable. Et donc G rond F est mesurable. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous voyons maintenant l'ensemble de Vitali qui donne un exemple d'une partie de R qui n'est pas mesurable, qui n'est pas Lebesgue mesurable. Donc on considère cette relation sur grand R qui dit que X est en relation avec Y si X moins Y appartient à Q. C'est évidemment, on connaît bien ce genre de relation, c'est une relation d'équivalence et E c'est l'ensemble quotient R sur Q. Si alpha est une classe d'équivalence, X0 un représentant de cette classe, on a alpha qui est égal à X0 plus Q, ça c'est bien connu de ces relations-là, et donc c'est l'ensemble des X0 plus R, R appartenant à Q, ce qui veut dire que alpha est dénombrable. Et comme R est égal à la réunion des alpha, pour alpha appartenant à E, l'ensemble est toujours la réunion disjointe d'ailleurs de ces classes d'équivalence, et que chacune des classes d'équivalence est dénombrable, ça ne peut pas être une réunion dénombrable, sinon ça ferait une réunion dénombrable de dénombrable, et donc R serait dénombrable. Alors là-dessus, on va exhiber une fonction de choix sur P de R, l'ensemble des parties de R privées du vide. Donc ça, c'est l'axiome du choix qui dit qu'il existe une fonction f sur cet ensemble, à direction de R, telle qu'à toute partie non vide de grand R, on associe un élément f de A qui appartient à R et qui appartient donc à la partie grand A qu'on a pris. Donc à chaque partie, on prend, la fonction de choix permet de trouver un élément qui est dans cette partie. D'accord? Alors, si je considère une classe d'équivalence, son intersection avec 0,1 n'est pas égale à vide. En effet, si je prends x0, un représentant de alpha, je le coince entre sa partie entière et sa partie entière plus 1, et par soustraction, j'ai x0 moins n qui est entre 0 et 1. Mais x0 moins n, c'est x0 plus un nombre relatif, donc plus un nombre rationnel, et donc c'est un nombre là qui est en relation avec x0, donc qui appartient à alpha. Et en plus, il appartient à 0,1, donc il appartient à alpha inter 0,1, qui est donc non vide. Voilà. Donc, la fonction de choix, puisqu'il est non vide, va lui associer un élément x alpha qui appartient à alpha inter 0,1. D'accord? Et je me considère V qui est l'ensemble des x alpha quand alpha appartient à E. Donc x alpha appartient à alpha inter 0,1. Donc puisque tous les x alpha sont entre 0 et 1, eh bien V va être inclus dans 0,1. Donc lui, V, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de Vitali, et on va montrer qu'il n'est pas mesurable. Et on va le montrer comment? En supposant qu'il est mesurable et en montrant qu'il y a une contradiction dans la démonstration qui suit. Voilà. Donc, notons d'abord que s'il y a deux classes d'équivalence différentes, x alpha est différent de x bêta, puisque elles sont différentes. La classe de x alpha, c'est alpha. La classe de x bêta, c'est bêta, et elles sont différentes. Donc ça, on a ça, donc ça veut dire que x alpha n'est pas en relation avec x bêta. Considérons maintenant A, la réunion des V plus R, quand R décrit Q inter moins 1. Alors, Q inter moins 1, c'est évidemment équipotent à Q. C'est un ensemble infiniment dénombrable de nombres rationnels, et il y en a une infinité entre moins 1 et 1. Donc, c'est une réunion dénombrable et disjointe. En effet, si je prends R différent de R' entre moins 1 et 1, donc par exemple R inférieur à R', même si ça ne sert pas dans la démonstration, si je suppose qu'il y a que V plus R inter V plus R' est non vide, je prends T qui appartient à ça, et bien ça veut dire que T moins R appartient à V, et T moins R' appartient à V. Donc ça veut dire que T moins R est un X alpha, et T moins R' est un X bêta, et je note que la différence entre les deux, ça me fait R' moins R qui appartient à Q. Donc X alpha est équivalent à X bêta. Et donc comme ils sont équivalents, ça veut dire qu'ils définissent la même classe d'équivalence, donc alpha est égal à bêta. D'accord?
Et donc, puisque alpha est égal à bêta, x alpha va être égal à x bêta. Et oui. Et donc, ces deux-là sont égaux, et donc R égale R', ce qui est faux. Donc, ça veut dire que c'est bien une réunion disjointe. Hein. Les V plus R sont disjointes de Z. Alors, maintenant, puisque... Alors, on a affaire à la mesure de Lebesgue. La mesure de Lebesgue, elle est invariante par translation. Donc, si V est mesurable, V plus R est mesurable, et la mesure de V plus R est égale à la mesure de V. D'accord? Donc, maintenant, je prends la mesure de A, parce que c'est une réunion, V plus R est mesurable, c'est une réunion de mesurables, donc c'est mesurable. Lambda A est égal à la somme des lambda V plus R, mais ils sont tous égaux à lambda V. Donc, si lambda V est égal à 0, ça fera une somme nulle. Et si lambda V est différent de 0, puisque là, il y a une infinité, c'est une somme infinie des nombres, ça fera plus infini. Donc lambda A est égal à 0 si lambda V égale 0 et plus l'infini sinon. Mais A est inclus dans moins 1, 2. Alors A est inclus dans moins 1, 2, oui, ça j'ai expliqué tout à l'heure, hein, puisque on avait dit, je ne sais pas si on l'avait dit, mais en tout cas V est inclus dans 0, 1. Donc quand je rajoute un nombre qui est entre moins 1 et 1, ça me fait qu'on va être compris entre 0 plus moins 1 et 1 plus 1, 2. D'accord ? Donc il est dans moins 1, 2 et lambda est donc inférieur ou égal à la mesure de moins 1, 2, mais ça avec la mesure de Lebesgue, c'est 2 moins moins 1, c'est 2 plus 1, 3. Donc ça veut dire que lambda est inférieur ou égal à 3 et donc lambda V, puisque lambda est inférieur ou égal à 3, il n'est pas égal à plus l'infini. Donc ça veut dire que lambda A est égal à 0, et donc lambda V est égal à 0. Voilà. Ça implique en fait les deux, quoi. On a lambda V et lambda A qui sont égaux à 0. Alors, maintenant, on va démontrer que c'est pas possible, parce que c'est pas possible que lambda V et lambda A soient nuls, parce que 0,1, tout simplement, est inclus dans A. Pourquoi? Parce que si je prends x appartenant à 0,1, et que je considère sa classe d'équivalence, que je note alpha, x alpha appartient lui aussi à 0,1, x alpha est équivalent donc à x, et x alpha est donc un x plus r, où r appartient à q. Sauf que x alpha appartient à 0,1, que x appartient à 0,1, et donc la soustraction fait que r appartient à moins 1, et l'opposé de r aussi. Donc ça me fait x égale x alpha plus moins r. X alpha plus moins r, avec moins r qui appartient à... à moins 1, pas 0,1. Moins 1. Alors, x égale x alpha plus moins r. Donc ça appartient à v plus moins r, avec moins r qui est entre moins 1 et 1. D'accord? Donc x appartient à A, puisque A c'est la réunion de tous les x de tous les v plus r, où r est entre moins 1 et 1. Donc x appartient à A. Donc ça signifie que à chaque fois que je prends x appartenant à 0,1, il appartient à A. Donc ça veut dire que 0,1 est inclus dans A. 0,1 est inclus dans A. Alors 0,1 est inclus dans A, et la mesure de 0,1, c'est la mesure de Lebesgue de 0,1, c'est 1 moins 0, donc c'est 1. D'accord? Donc 1 est inférieur ou égal à lambda A. Lambda A est supérieur ou égal à 1. Et ben ça ne va pas, parce que nous, on avait trouvé que lambda A était égal à 0. Donc on a abouti à une contradiction. Et cette contradiction provient du fait qu'on avait supposé l'ensemble de Vitali, c'est-à-dire V, on avait supposé qu'il était Lebesgue mesurable. Donc en fait, cet ensemble n'est pas Lebesgue mesurable. Donc on a construit un ensemble, l'ensemble de Vitali, qui n'est pas Lebesgue mesurable. Et la propriété est démontrée. Soit un ensemble mesurable V, f une fonction de E vers R bar, on dit qu'elle est B mesurable si elle est B R bar mesurable. Donc si elle prend ses valeurs dans R, elle est B mesurable, si elle, BBR mesurable, si et seulement si elle est B
B R bar mesurable, puisqu'elle ne prend pas les valeurs infinies. Eθ un espace topologique, F de E vers R continu. Alors F est Bθ, BR mesurable. Bθ, c'est l'attribut engendré par les ouverts. Donc c'est pas du tout l'ensemble des ouverts, hein, parce que ça contient aussi les complémentaires des ouverts, donc les fermés. Et donc, eh bien, c'est facile, hein, puisque si on prend un intervalle ouvert de BR, on sait que ça engendre les BR, ça engendre BR, eh bien, puisque F est continu, F-1 de cet intervalle ouvert, ce sera un ouvert, et donc ça appartient à cet ouvert, il appartient évidemment à Bθ, puisque Bθ contient l'ensemble des ouverts. F toujours de E vers R bar, B mesurable, allez, B mesurable si et seulement si F-1 moins l'infini A appartient à B, quel que soit appartenant à R. Ça équivaut à dire aussi donc la même chose, mais je ferme, puis la même chose avec plus l'infini. Alors ces ensembles, on les note comme ça. Cet ensemble, on le note ensemble F inférieur à F inférieur ou égal à F supérieur à F supérieur ou égal à. Bon, ben, c'est évident, hein, puisque ça engendre BR bar. D'accord? Donc dire qu'elle est mesurable, ça équivaut à dire que F-1 de ça appartient à B. Alors si Fg et les Fn sont mesurables, donc ce sont des fonctions de E vers R bar, lambda appartenant à R, alors cet ensemble-là, celui-là, celui-là, celui-là appartiennent à B. F plus G, là où il est défini, c'est à condition qu'il soit défini partout. Parce que F plus G, par exemple, F peut prendre la valeur plus l'infini et G la valeur moins l'infini. D'accord? Donc si F plus G est défini partout, on peut en parler. Fg, lambda F, sup, inf, valeur absolue, tout ça c'est mesurable. Sup dfn, inf dfn, limite sup, limite inf sont mesurables. Et si fn tend simplement vers f, f est mesurable. On fait juste une ou deux démonstrations, histoire de voir la beauté de ces démonstrations. Dire que f de x est inférieur à g de x, par exemple, ça équivaut à dire qu'il existe R appartenant à Q, tel que f de x inférieur à R, inférieur à g de x. Ça vient du fait que Q est dense dans R. Donc on a facilement que cet ensemble, c'est la réunion pour R appartenant à Q de ces intersections. Sauf que F est mesurable, donc ça appartient à B, ça aussi, l'intersection aussi, et on a une union dénombrable d'éléments qui appartiennent à B, donc ça appartient à B. Pour F plus G, on remarque que cet ensemble-là est égal à celui-là. D'accord? Donc on est ramené à F inférieur à G, qui est un borélien parce que G est mesurable. Alors il faudrait le démontrer, mais si G est mesurable, moins G l'est aussi, puis A moins G aussi, c'est facile à faire. Alors pour démontrer que Fg est mesurable, on s'intéresse d'abord à F2. On regarde l'ensemble F2 inférieur à A, ben, il va être égal à F inférieur à racine de A inter F supérieur à moins racine de A si A est supérieur ou égal à 0, donc ça appartient à B. Et sinon c'est vide qui appartient aussi à B. Donc ça appartient à B. Et on remarque ensuite que... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que F2 est mesurable. Bon, bah à ce moment-là, F plus G carré aussi est mesurable, F moins G carré est mesurable, et comme Fg est égal à ça, il sera mesurable. Voilà, définition, on a E, B, mu, un espace mesuré. N nu, ça représente l'ensemble des A appartenant à B de mesure nulle. On dit que la propriété P de X est vraie mu pp sur E, pardon, si l'ensemble des X appartenant à E tel que P de X est faux, est inclus dans N qui est une partie négligeable, donc qui appartient à N nu. Donc si Fg sont deux fonctions de E vers R bar, on dira que f est égal à g mu pp, si f de x, c'est la propriété p de x finalement, hein. Si f de x est égal à g de x mu pp, d'accord? C'est-à-dire que
il existe n négligeables tels que l'ensemble des x tels que f de x différent de g de x est inclus dans n. Voilà. Ensuite, fn, une suite de fonctions mesurables, g une fonction de e vers r bar. On dira que f est égal à limite de fn mu pp, hein, on peut le noter aussi comme ça, si f de x est égal à limite de fn de x mu pp. Mais si e, b et mu est un, e b mu est un espace mesuré, et si la mesure est complète, alors on sait qu'à ce moment-là, si A est inclus dans B, qui est un borélien de mesure nulle, alors A va être enfin, une tribu, je veux dire, de mesure nulle, alors c'est pareil pour A. A appartient à la tribu, il est de mesure nulle. Alors ici, si donc c'est complet, et si F est égal, alors si F est mesurable et que F est égal à G mu pp, alors G est mesurable. Bon, c'est là aussi, c'est facile à démontrer par des astuces comme précédemment. Fn, pareil. Fn, donc elles sont mesurables. F de E vers R bar. Fn tend vers F mu pp. Ça implique que F est mesurable. Bon, je ne fais pas la démonstration parce qu'on ne peut pas tout faire, mais c'est des démonstrations relativement faciles. Revu la théorie de la mesure, on en arrive à la construction de l'intégrale de Lebesgue. Si f est mesurable et que phi est continu, donc mesurable, phi rond f est mesurable. Si p est un nombre réel strictement positif, en prenant phi de x égale valeur absolue de x à la puissance p, on obtient que valeur absolue de f à la puissance p est mesurable. Si fn est une suite de fonctions mesurables, alors l'ensemble des x tels que fn de x est convergent est égal à ça. En effet, dire que fn de x est convergent, ça équivaut à dire que limite sup de fn en x est égale à limite inf de fn en x. Autrement dit que limite sup de fn moins limite inf de fn, le tout en x, si j'appelle h cette fonction, est égal à 0. Autrement dit, c'est h moins 1 de 0. Qui appartient à B, parce que 0 appartient à BR, et que H, c'est la différence de deux fonctions mesurables, parce qu'on sait que limite sup et limite inf sont mesurables. Fonction étagée, c'est une fonction mesurable qui prend un nombre fini de valeurs. Donc, ça équivaut à dire qu'elle est de cette forme-là, où les AK sont les f-1 de lambda k, donc ils appartiennent à B. F est mesurable, ça équivaut à dire que f est limite simple d'une suite de fonctions étagées. Et c'est là que commence véritablement, enfin un petit peu là quand même, mais la construction de l'intégrale de Lebesgue. Donc on a un espace mesuré EB mu, donc c'est le théorème fondamental. Il existe une fonction phi étoile de m de l'ensemble des fonctions mesurables valeur dans R plus bar. Donc cette fonction à valeur dans R plus bar est aussi vérifiant, quel que soit A appartenant à B, phi étoile de 1A est égal à mu de A. Linéarité, phi étoile de F plus G, phi étoile de lambda F, pour lambda positif, pour que ça reste positif comme fonction. F inférieur ou égal à G implique phi étoile de F inférieur ou égal à phi étoile de G. Et si Fn est une suite de fonctions mesurables, est une suite croissante de fonctions mesurables, alors phi étoile de limite de Fn est égal à sup de phi étoile de Fn. Eh bien, il y a unicité de cette fonction vérifiant ça. Et à ce moment-là, on a phi étoile de f est égal à 0 si et seulement si f de x égale 0 mu pp. F de x inférieur ou égal à g de x presque partout implique que phi étoile de f est inférieur ou égal à phi étoile de g. Alors bien sûr, les f, g, ils appartiennent à cet ensemble-là. F de x égale g de x presque partout implique phi étoile de f égale phi étoile de g. Phi étoile de f inférieur à plus l'infini implique f de x inférieur à plus l'infini presque partout.
Et donc, définition, maintenant si on a un espace mesuré, et P supérieur ou égal à 1, et F mesurable, à valeur horaire, alors on pose NP de F est égal à phi étoile de valeur absolue de F à la puissance P, le tout à la puissance 1 sur P. Donc ça, on connaît ça, hein, on a déjà vu ça avec l'intégrale de Riemann. Hein. Donc NP de F égale 0 équivaut à F de X égale 0 presque partout. Si Fg sont mesurables et lambda appartenant à R, NP de lambda F égale valeur absolue de lambda NP de F. NP de F plus G est inférieur ou égal à NP de F plus NP de G. Et bien sûr, mais j'aurais pu l'écrire, ça c'est évidemment supérieur ou égal à 0. Hein. Bon, parce que phi étoile arrive dans la plus bas. Alors, ça c'est presque une norme, sauf que NP de F égale 0 n'est pas équivalent à F égale 0 parce que c'est seulement équivalent à F de X égale 0 presque partout. Ben voilà, presque partout, c'est pas F égale 0. Donc en fait, c'est pas une norme, c'est ce qu'on appelle une semi-norme. Voilà. Donc ça, c'est Minkowski. Si P est supérieur à 1 et que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1, alors N1 de Fg est inférieur ou égal à NP de F, Q de G, ça c'est Hölder, et dans le cas particulier P égale Q égale 2, N1 de Fg est inférieur ou égal à N2 de F, N2 de G, ça c'est Schwarz, qu'on avait déjà hein, avec l'intégrale de Riemann. On note LP de EB mu, donc EB mu c'est un espace mesuré, P supérieur ou égal à 1, un réel supérieur ou égal à 1. L'ensemble des F mesurables de BR, tel que NP de F est inférieur à plus l'infini. C'est un espace vectoriel demi-normé, semi-normé, par la semi-norme NP. Et l'intégrale de Lebesgue, eh bien on démontre qu'il existe une unique forme linéaire psi sur L1 de EB nu, telle que phi de F est égal à phi étoile phi étoile de psi de F égale phi étoile de F quand F appartient à L1 de EB nu et que F est positif pour qu'on puisse lui appliquer phi étoile. D'accord? Et on a en fait psi de F qui est égal à phi étoile de F plus. D'accord? F plus c'est le sub de F et de 0. Hein, moins phi étoile de F moins c'est le sub de moins F et de 0. Je rappelle que F est égal à F plus moins F moins sur 2 et que valeur absolue de F est égale à F plus F moins sur 2. Et on note psi de F est égal à somme de F des mu. Voilà. Si A appartient à B, eh bien on pose somme sur A de F des mu qui est égal à somme de F multiplié par 1A des mu, et ça on peut le faire parce que si on prend NP de ce truc là, NP de F fois 1A, comme F fois 1A est mesurable et qu'il est inférieur ou égal à F, et que NP de F est inférieur à plus l'infini, lui aussi est inférieur à plus l'infini. Et voilà, on a construit l'intégrale de Lebesgue. Propriété, si F et G appartiennent à l'espace L1, F inférieur ou égal à G presque partout implique que l'intégrale de F est inférieure ou égale à l'intégrale de G. F égale G presque partout implique l'intégrale de F égale l'intégrale de G. Et on a toujours valeur absolue de l'intégrale de F qui est inférieure ou égale à l'intégrale de valeur absolue de F, c'est-à-dire N1 de F. La convergence en moyenne d'ordre P. Donc soit F et Fn, hein, des fonctions qui appartiennent à LP, l'espace LP. On dit que Fn, la suite, converge vers F en moyenne d'ordre P si NP de Fn moins F tend vers 0. Alors, NP de Fn tend vers NP de F, et si P est égal à 1, l'intégrale de Fn tend vers l'intégrale de F. Théorème, si P est supérieur ou égal à 1, Fn de Cauchy dans LP, ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe grand N tel que si I et J sont supérieurs à grand N, eh bien NP de Fi moins Fj est inférieur à epsilon. Bien donc si la suite est de Cauchy dans LP, alors
il existe une suite extraite de cette suite qui converge presque partout vers f appartenant à LP, et on a NP de Fn-f qui tend vers 0, NP de f qui tend vers NP de Fn qui tend vers NP de f, et si P est égal à 1, l'intégrale de Fn qui tend vers l'intégrale de f. Donc ce résultat-là, il signifie ni plus ni moins que LP de E B mu est complète, puisque suite de Cauchy implique convergence en moyenne d'ordre P. Théorème, si Fn appartient à LP et qu'elle converge en moyenne d'ordre P vers F, c'est-à-dire NP de Fn-f tend vers 0, alors il existe une sous-suite Fnk qui converge presque partout vers F. Théorème, si la suite Fn appartient à LP et qu'elle converge presque partout vers F mesurable, alors F est P intégrable, NP de Fn-f tend vers 0, c'est-à-dire qu'Fn converge en moyenne d'ordre P vers F, NP de Fn tend vers NP de F, et si P est égal à 1, l'intégrale de Fn tend vers l'intégrale de F. Le théorème le plus important, c'est celui de la convergence dominée de Lebesgue. La suite Fn appartient à LP, Fn converge presque partout vers F mesurable, et valeur absolue de Fn est inférieure ou égale presque partout à une fonction g qui appartient à LP. Alors, F appartient à LP, Fn converge en moyenne d'ordre P vers F, et NP de Fn converge vers NP de F, et si P est égal à 1, bien sûr, l'intégrale de Fn tend vers l'intégrale de F. Enfin, la continuité, si F est définie sur cet espace produit où YD est un espace métrique, et si quel que soit Y appartenant à Y, la fonction f.y, donc la variable c'est à la place du point, appartient à L1, et si pour x presque partout dans E, la fonction fx point est continue en Y, c'est-à-dire que à t appartenant à Y, je fais correspondre f de xt, et si il existe G appartient à L1, ça fait beaucoup de conditions, telles que quel que soit Y appartenant à grand Y, valeur absolue de f de xy est inférieure ou égale à G de x pour x presque partout, alors Y appartenant, la fonction qui a Y appartenant à grand Y associe l'intégrale de cette fonction-là, eh bien, est continue. Là, il faut bien voir que la variable, c'est f de parenthèse, t virgule y, dt, en fait, ça revient à ça, est continue. Bon, on a ce résultat, on a le même résultat avec l'intégrale de Riemann. On voit maintenant la dérivabilité. I est un ouvert de grand R, f une fonction de E croix I vers R, vérifiant quel que soit Y appartenant à I, cette fonction-là appartient à L1, quel que soit X appartenant à E, cette fonction-là est dérivable sur I, quel que soit Y appartenant à E, la dérivée est mesurable. Et il existe G appartenant à L1, tel que quel que soit Y appartenant à I, valeur absolue de f' de xy est inférieure ou égale à G de x, presque partout pour x. Alors, quel que soit Y appartenant à I, cette dérivée appartient à L1, f de y égale somme de cette fonction est dérivable sur I, et sa dérivée est égale à l'intégrale de la dérivée quel que soit Y appartenant à I. C'est le même résultat qu'on avait avec l'intégrale de Riemann. Si f est bornée nulle en dehors du compact AB, eh bien, si elle est Riemann intégrale, alors elle est Lebesgue intégrale, et les intégrales sont égales. De plus, f, toujours bornée nulle en dehors de AB, est Riemann intégrable si et seulement si l'ensemble des points de discontinuité de f est Lebesgue négligeable. Propriété, si on considère une intégrale de Riemann généralisée, eh bien, elle sera égale à l'intégrale de Lebesgue si elle est absolument convergente. Et dans ce cas-là, donc elle est Lebesgue intégrale, et l'intégrale généralisée de f est égale, l'intégrale de Riemann généralisée de f est égale à l'intégrale de Lebesgue.
Mesure induite, on a un espace mesuré EB, A appartenant à l'attribut B, BA égale l'ensemble des B inter A pour B appartenant à l'attribut B. Eh bien, c'est une tribu sur A, ce qui fait de ABA un espace mesurable. Si on a l'espace mesuré, A appartenant à B, eh bien, ça permet de définir la mesure mu A par mu A de B pour B appartenant à BA est égal à mu de A inter B. On démontre que c'est une mesure sur BA. Si F va de E vers R et que F multiplié par l'indicatrice de A est mesurable dans E, alors la restriction de F à A est intégrable dans l'espace A, BA, mu A, si et seulement si la fonction F fois 1A est intégrable dans l'espace B mu. Et alors, cette intégrale, l'intégrale de la restriction de F à A, avec la mesure mu A, est égale à l'intégrale de F fois 1A, donc intégrale dans E. Et on la note comme ça. Enfin, si F appartient à E, B, R plus bar, et que A appartient à B, eh bien, si mu A est égal à 0, alors somme sur A de F des mu est égale à 0. Mesure par une fonction. Donc on a un espace mesuré, un espace mesurable, une fonction phi de l'un vers l'autre, B1, B2 mesurable. On définit une mesure sur B2 par eh bien, tout élément de B2, on fait correspondre mu1 de phi-1 de A2, ce qui est possible puisque phi-1 de A2 appartient à B1 puisque phi est B1, B2 mesurable. Eh bien, c'est une mesure que l'on note comme ça sur E2, B2. On a le théorème de transfert. On reviendra souvent sur le théorème de transfert dans la théorie des probabilités. F est intégrable pour cette nouvelle mesure, si et seulement si F rond phi est intégrable pour la mesure mu1 sur E1, B1. Et on a alors l'égalité des intégrales. C'est une sorte de changement de variable. Mesure image de mu par F. Eh bien, on a un espace mesuré, F qui est mesurable positif. Ça va nous permettre de définir une nouvelle mesure sur B par eh bien, A appartenant à B. On fait correspondre ce que l'on notera comme ça, qui est l'intégrale de F sur A, c'est-à-dire l'intégrale de F fois 1A des mu. Alors, c'est une mesure. Si A appartient à B et que mu de A est égal à 0, alors mu F de A est égal à 0. Si G est positive mesurable et que G de X est égal à F de X presque partout, alors mu F est égal à mu G. Si G est mesurable positive, alors l'intégrale de G par rapport à cette mesure est égale à l'intégrale de G fois F par rapport à mu. G mesurable, alors elle est intégrable au sens de mu F, si et seulement si G fois F est intégrable pour mu. Et on a alors l'égalité des intégrales. Enfin, on finit par la notion de mesure absolument continue. On a un espace mesuré. Une mesure nu sur B est absolument continue par rapport à mu si l'ensemble des parties négligeables pour mu est inclus dans l'ensemble des parties négligeables pour nu. Notation comme ça. Alors ça veut dire qu'à chaque fois que A appartient à B et que mu de A est égal à 0, alors nu de A est égal à 0. Théorème de Radon-Nikodine, qui n'est pas facile à démontrer. Eh bien, si mu est sigma fini, alors je rappelle que mu sigma fini, ça veut dire que E peut s'écrire comme une réunion de Bn, où les Bn appartiennent évidemment à B. Hein. Ça appartient à B, à l'attribut, avec mu de Bn est inférieur à plus infini, quel que soit n, appartenant à n. D'accord? Ça, c'est mesure nu, mu sigma fini. Donc on suppose mu sigma fini et nu une mesure absolument continue par rapport à mu. Alors, il existe f mesurable, positive, telle que nu est égal à mu f. La réciproque est fausse.